Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Ce webinaire va durer 1 heure environ. Il sera enregistré puis revisionnable par la suite sur la chaîne YouTube de la plateforme. Nous vous remercions de fermer vos micros et caméras tout au long de la présentation. Nous réserverons un temps d'échange de 15 à 20 minutes à l'issue du webinaire. Vous pourrez poser vos questions en prenant la parole ou via le chat. La question centrale qui nous réunit aujourd'hui est donc quelles sont les spécificités des questions de recherche en soins palliatifs pédiatriques. Pour éclairer ces questions, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir 2 experts du sujet, le docteur Ashley Ridley, qui est pédiatre à l'équipe mobile de soins palliatifs pédiatriques à Necker Enfants Malades, et le docteur Mathias Schell, qui est pédiatre et médecin coordinateur de l'équipe régionale ressources de soins palliatifs pédiatriques Rhône-Alpes Espera. Voilà, je vous laisse la parole. Ok, est-ce que tout le monde voit? Je pense que c'est bon. On va bien, ouais. Très bien, ok. Donc avec Mathias, on va vous présenter justement un petit topo sur les spécificités de santé pédiatrique de cette population et donc des questions de recherche spécifiques qui en découlent. Donc on va aborder plusieurs spécificités, que ce soit sur le plan épidémiologique, sur le plan médical, au niveau de la dynamique thérapeutique quand on prend en charge ces enfants, ces familles, et au niveau des parcours de soins qui leur sont propres. Au niveau de la mortalité pédiatrique, il y a environ 6 000 décès des moins de 24 ans par an en France, et sur le nombre total des décès en France, ça ne représente qu'1% des décès annuels. Donc, c'est un petit nombre. Et puis, on estime que parmi tous ces décès, ceux qui auraient une maladie limitant ou menaçant l'espérance de vie et qui nécessiterait une prise en charge palliative spécialisée seraient environ 35 000. Et puis, les causes de décès vont varier selon l'âge. Donc, vous voyez ici à droite, donc, que ce soit donc, les néonatales avec des infections, avec les maladies congénitales, les malformations, les tumeurs, on va voir d'enfance, et puis toutes les autres causes, que ce soit métaboliques, cardiologiques et toutes les autres pathologies qu'on peut voir. Donc, on a dit que 35 000 enfants environ ont besoin d'une prise en charge spécialisée. Et en pédiatrie, donc c'est l'EAPC qui a défini 3 niveaux de prise en charge. Donc, le niveau 1, c'est cette approche palliative qui doit débuter le plus précocement possible et qui est assurée par tous les professionnels de santé. Après, le niveau 2, donc c'est les niveaux sont gradués en fonction de la complexité des situations. Et ce niveau est surtout assuré par les différentes spécialités pédiatriques, voire en collaboration avec les équipes des soins palliatifs adultes. Et donc, ces équipes peuvent faire appel soit au niveau 1, surtout pour les acteurs de proximité, ou le niveau 3, quand ils ont besoin d'une expertise. Et puis, le niveau 3, ce sont les soins palliatifs pédiatriques vraiment spécialisés. Et en France, c'est assuré par les équipes régionales ressources de soins palliatifs pédiatriques ou les équipes mobiles de soins palliatifs pédiatriques. Donc, quand on voit au niveau du lieu de décès en France, c'est majoritairement en milieu hospitalier et c'est d'autant plus vrai pour la pédiatrie. On voit quand on regarde par âge, pour les patients de moins d'1 an, c'est quasi toujours en milieu hospitalier. Et puis les patients de 1 à 19 ans, il y a une grande moitié qui décède en milieu hospitalier, voire en HLD. Mais l'accès à l'HLD pédiatrie est très difficile, notamment en dehors des grandes villes. Parce que ces prises en charge sont complexes et pour les professionnels de ces structures notamment. Et donc, pour mettre vraiment en valeur les spécificités de cette population, pour faire de la recherche sur cette population, ça va être compliqué parce qu'il y a à la fois peu de décès et aussi des structures spécifiques. Au niveau de la population des soins palliatifs pédiatriques, elle est très diverse et variée. Et les Britanniques ont développé une classification des maladies qu'on suit selon la trajectoire de prise en charge, parce qu'il y a beaucoup de pathologies rares. Pour les groupes 1,
c'est les enfants qui présentent des conditions pour lesquelles un traitement curatif existe, mais l'échec est possible. Et les soins palliatifs peuvent être nécessaires pendant une période d'incertitude ou quand les traitements curatifs sont inefficaces. Donc, c'est surtout tout ce qui est oncologie, voire les insuffisances d'organes. Le groupe 2, c'est les enfants qui présentent des maladies où une mort prématurée est inévitable, mais un traitement intensif peut retarder l'évolution. Bon exemple, c'est la mucoviscidose. Maintenant, l'âge moyen de décès est plutôt à l'âge adulte. Le groupe 3, donc, c'est les enfants qui présentent des maladies progressives pour lesquelles aucun traitement symptomatique ne peut ralentir significativement l'évolution. Et les traitements sont palliatifs et qui peuvent s'étendre sur des années. Donc, c'est surtout ce qui est neurodégénératif et beaucoup des maladies métaboliques. Le groupe 4, c'est les enfants qui présentent des atteintes neurologiques graves non progressives, c'est-à-dire qu'il y a des lésions cérébrales, mais les lésions en soi n'évoluent pas. Mais ces enfants sont très vulnérables, qui ont un risque accru de complications qui peuvent entraîner une altération dans l'état de base. Donc, c'est avant tout ce qui est anoxyliskémie néonatale, les encéphalopathies, les AVC. Et puis, le groupe 5, c'est les nouveau-nés dont l'espérance de vie est très limitée. Donc, je peux vous montrer un peu comment se répartit le suivi actif d'une équipe de soins palliatifs pédiatriques entre les différents groupes. On voit il y a l'oncologie qui représente un quart, mais il y a beaucoup de neuro et neurodégénératives et de néonates. Donc, en 2011, il y a des Américains qui ont fait une étude pour regarder la population que suivent ces équipes. Et donc, c'était 6 hôpitaux nord-américains avec 515 patients qui étaient inclus. Et donc, on voit qu'au niveau des diagnostics, il y a beaucoup, la plupart des maladies génétiques, congénitales, neuromusculaires, métaboliques, congénitales, autres, et qu'il y a en deuxième lieu, du coup, l'oncologie. Et on voit que ces enfants sont aussi très techniqués, donc il n'y a que 20% qui n'avaient pas en recours à la technicité médicale. Donc, ça fait que la plupart des enfants avaient donc, soit une gastrostomie, soit un DVP, soit de la ventilation mécanique. On voit aussi qu'en termes d'âge, c'est très divers, donc du fœtus jusqu'à l'âge adulte. Et puis, au niveau du suivi, ce sont des suivis assez longs. Donc, dans cette étude, ils ont gardé un an après le contact initial avec l'équipe de soins palliatifs pédiatriques. Il n'y avait qu'un tiers qui était décédé, donc ça veut dire que la plupart des enfants encore en vie. Parmi ceux qui étaient décédés, le temps médian entre le premier contact avec l'équipe de soins palliatifs pédiatriques et le décès, c'était 3 mois et demi. Et puis, la plupart de ces patients sont décédés en milieu hospitalier et même en réanimation. Un tiers environ sont décédés à la maison, et ces patients-là, c'était avant tout des patients suivis en oncologie. Et puis un petit nombre sont décédés en structures spécifiques comme les hospices. Donc on voit pour cette population pédiatrique, donc des pathologies sont très variées avec beaucoup de maladies rares et un recours très fréquent à la technicité médicale. Il y a une grande étendue d'âge qui va de fœtus jusqu'à l'âge adulte, donc au-delà de 18 ans même. Et le suivi peut être très long, de l'ordre de plusieurs mois, plusieurs années, avec une évolution très incertaine. Quand on regarde au niveau de l'état clinique de ces patients, donc également du nord-américain, mais qui regarde au niveau des patients, enfin des symptômes que présentaient ces patients qui étaient reportés par les parents, on voit qu'en moyenne, les patients présentaient 6 à 7 symptômes de manière concomitante, et ces symptômes étaient très divers et variés. Fréquemment la douleur, l'irritabilité, enfin beaucoup de neuro-irritabilité en pédiatrie. Ça peut être voilà, des symptômes digestifs et aussi neuro. Et quand on voit au niveau de la médication, donc il y avait en moyenne, en médian, 9 traitements en cours. Et puis on voit que ça peut être au niveau antalgique, au niveau digestif, au niveau neuro, au niveau anti-infectieux. Et la particularité, c'est que souvent ces traitements sont hors AMM. Et donc, avec les progrès de la médecine, nous avons de plus en plus de patients qu'on appelle complexes chroniques. Donc, c'est Faulkner et al. Qui définit en 2000 un patient complexe chronique. Donc, c'est une condition médicale
une pathologie pour lesquelles on peut attendre que l'enfant survive au moins 12 mois, sauf si le décès intervient avant. Et cette pathologie atteint au moins un système d'organes, plusieurs systèmes d'organes, d'une manière assez suffisamment sévère pour nécessiter un recours de soins dans un centre tertiaire, donc des soins spécifiques, des surspécialités pédiatriques, avec une période d'hospitalisation dans un centre tertiaire. Donc, on voit il y a vraiment 3 points phares de la complexité médicale dans cette définition, c'est-à-dire la chronicité de ces conditions, que c'est souvent polypathologique, et puis avec un recours fréquent à l'hospitalisation. Quand on regarde cette population-là, en termes de fréquence, elle augmente depuis une dizaine d'années, au moins. Elle représente au moins 10% des admissions en milieu hospitalier. Et quand on regarde sur l'ensemble des séjours dans un hôpital pédiatrique, les enfants qui relèvent d'une condition chronique complexe, c'est un quart des journées d'hospitalisation. C'est presque la moitié des décès et puis quasi la totalité des procédures pour justement ces recours d'assistance technique, que ce soit les gastrostomies, les DBP, les trachéostomies. Puis quand on regarde la dernière année de vie, donc 2 tiers des patients avaient au moins 2 conditions complexes chroniques, avec la concomitante, avaient au moins 2 séjours hospitaliers pour la dernière année de vie, pour un million de 27 jours. La plupart sont passés au moins une fois en réanimation, donc en million une semaine, et comme 3 quarts ont eu recours à la ventilation mécanique autour de la dernière hospitalisation avant le décès, et puis un tiers ont eu une opération au cours de la dernière année de vie. Donc, c'est tout ça pour dire qu'en fait, ces patients, donc complexes chroniques, sont souvent en soins pédiatriques, donc c'est des patients qui sont chroniques, complexes, techniqués, et souvent hospitalisés en centre tertiaire, donc spécialisés. Donc, les soins pédiatriques, c'est vraiment une population spécifique avec des traitements spécifiques et un parcours particulier. Ensuite, au niveau de la dynamique de la prise en charge thérapeutique, on parle beaucoup de la relation triangulaire en pédiatrie, donc entre l'enfant, le patient, les parents, son milieu familial, et puis les soignants et tous les professionnels, le maillage des professionnels qui se mettent autour de cet enfant et cette famille. L'enfant, donc il peut être en capacité ou en incapacité de s'exprimer. Ça peut être en lien avec son stade de développement, mais ça peut aussi être en lien avec sa maladie. Parce qu'on a vu qu'il y a une part neurologique importante dans les patients qu'on suit, et donc un atteint cognitif très fréquent. D'une part, les parents, donc ils ont une place particulière dans la prise des décisions. Donc, leur avis doit toujours être sollicité. Et par exemple, pour les LAT, donc les limitations de traitement, leur avis n'est que consultatif, donc pas de faire porter par les décisions. Donc, la décision reste médicale, mais nous ne pourrons pas non plus mettre en œuvre une LAT sans l'avis et l'accord des parents. Et puis, les soignants, ça peut, bien sûr, ces situations peuvent représenter une charge émotionnelle importante pour les soignants. Et donc, en pédiatrie, donc, il y a des questions éthiques et juridiques qui sont complexes et spécifiques, qui fait qu'il n'y a pas de législation propre, il n'y a pas de personne de confiance, il n'y a pas de directive anticipée. Et puis, ces délibérations collégiales en vue de date sont vraiment très fréquentes en pédiatrie parce qu'on a besoin justement de cette collégialité, de ce partage entre professionnels pour prendre la bonne décision pour ces familles. Puis, dernièrement, au niveau de l'organisation, en tout cas en France, ce soins pédiatriques. Donc, ces enfants, ces populations, il y a vraiment des particularités. Donc, qui a nécessité vraiment la création des équipes spécifiques. Donc, c'était un des plans de développement des soins pédiatriques de 2012 qui a permis de financer ces équipes, qui a 22 sur le territoire français, avec 3 équipes mobiles, donc en Île-de-France, qui restent en intra-hospitalier uniquement. Des équipes régionales ressources pour l'ensemble d'un territoire, donc que ce soit en milieu intra- ou extra-hospitalier. Et des équipes mobiles restent en intra-hospitalier. On est regroupé au sein d'une société savante et puis on a plusieurs missions. Donc, on va d'acculturer des équipes pédiatriques à la démarche palliative, donc tout ce qui est niveau 1, niveau 2, de sensibilité des équipes de soins palliatifs adultes aux prises en charge pédiatriques, contrôler la recherche, soutenir l'entourage
et puis soutenir, former les professionnels et les bénévoles. Voilà. Ce qui est important, c'est que nous restons toujours en étroite collaboration avec les spécialistes pédiatriques. En fait, nous ne devenons pas référents, mais c'est vraiment en collaboration avec eux. Au niveau des différentes interventions par l'équipe de soins palliatifs pédiatriques, donc on peut être en ressources, c'est-à-dire qu'on va conseiller les équipes sans forcément devenir rencontrer les familles. C'est notamment pour les réunions collégiales, par exemple. On peut avoir des niveaux de collaboration, parce qu'on va travailler en lien avec l'équipe référente, en lien intra ou extra-hospitalier, en rencontrant la famille. On peut avoir une activité de coordination et de collaboration, donc c'est-à-dire que peut-être les familles vont nous contacter pour ajuster notre AG, pour la prise en charge des symptômes, et après on va se rendre bien avec les équipes référentes pour proposer la meilleure prise en charge. Et puis, niveau 4, équilibrer de l'accompagnement, notamment après le décès. Et quand on regarde au niveau européen, donc la spécificité française, c'est que au jour d'aujourd'hui, notre activité, elle est surtout entre l'hôpital et le domicile, et nous n'avons pas, ou pas encore, de structure spécifique de soins palliatifs pédiatriques. Donc, nous n'avons pas de USP pédiatrique, on n'a pas non plus d'hospices qui peuvent exister dans d'autres pays. Puis là, je vais laisser la parole à Mathias pour la suite. Oui, merci. Bonjour à tout le monde d'abord. Alors, on voulait maintenant illustrer avec deux recherches ou deux questions plus pratiques. Ashley, elle a plutôt tracé un tableau, les particularités, et avec du coup des questions qui en découleront, qui sont à notre avis particuliers et spécifiques pour la pédiatrie. Du coup, je vais vous l'illustrer. Peut-être avec cette première analyse ou étude qu'on a pu faire, déjà, on se dit, mais pourquoi faut-il encore discuter de la particularité des situations palliatives pédiatriques par rapport à l'adulte? Du coup, on se dit, on va faire une revue de la littérature pour savoir est-ce qu'en France, les pédiatres ont réfléchi particulièrement bizarre ou est-ce que c'est une réalité de la littérature? Du coup, on a fait une revue de la littérature. L'objectif était de cartographier l'évolution de la publication scientifique sur 10 ans. On a utilisé Web of Science avec des mots-clés que vous voyez ici pour du coup cibler les publications pédiatriques. Ashley, si tu peux aller plus loin. Du coup, les résultats. Il y a sur 10 ans, nous, avec Web of Science, on a pu extraire à peu près 50 000 articles qui concernent les soins palliatifs. Et parmi les 50 000, il y avait 5 767 qui correspondaient aux mots-clés recherchés, c'est-à-dire adolescents, jeunes adultes ou pédiatrie, c'est-à-dire les mots-clés qu'on avait donnés. Parmi les 5 700, il y avait 727 qui concernaient une population spécifique qui était des adolescents et jeunes adultes, une population particulièrement étudiée chez les personnes atteintes de cancer. Seulement 13 articles traitaient des questions de soins palliatifs pédiatriques et des soins palliatifs adultes sans notion d'AJA, c'est-à-dire on avait exclu des AJA et on a regardé combien il en existe. 8 articles concernent des pathologies pédiatriques qu'on a traitées chez l'adulte. Du coup, ce n'est pas l'interface pédiatrique, soins palliatifs pédiatriques et l'approche et les soins palliatifs adultes, c'est vraiment les adultes qui décrivent comment ils gèrent les cancers pédiatriques, par exemple, chez eux, ou les difficultés que ça pose. 5 articles mélangent soins palliatifs pédiatriques et soins palliatifs adultes. Une qui concernait les formations des infirmières pédiatriques ou adultes en soins palliatifs. Un article traitait ou soulignait que des personnes âgées, des enfants et des personnes en fin de vie sont des populations vulnérables. Un article traitait des tétralogies de Fallot chez des patients de 1 à 40 ans. C'est un des rares articles qui avait vraiment une population pédiatrique et adulte dans l'évolution cardiologique des tétralogies de Fallot. Et finalement, il y avait 2 articles que je trouvais particulièrement intéressants, une étude qualitative qui incluait quelques parents d'enfants en situation palliative
Et dans leur étude qualitative, ils insistaient sur la nécessité de faire une étude particulière pour les situations de soins palliatifs pédiatriques. Et un autre article qui montrait dans les hospices que Ashley avait déjà évoqué, qui existent dans certains pays, que les hospices pédiatriques étaient surtout utilisés pour du répit familial, là où les hospices chez l'adulte étaient plutôt là pour gérer ou adapter les symptômes de fin de vie. Et là aussi, l'article souligne la particularité des soins palliatifs pédiatriques. Du coup, en conclusion, en dehors des AJA, dans la littérature internationale, au moins avec une extraction par Web of Science, les publications scientifiques internationales qui mélangent soins palliatifs adultes et soins palliatifs pédiatriques sont quasi nulles. Voilà, il y en avait les 5, et parmi les 5, il y en avait 3 peut-être qu'on pouvait vraiment retenir. Et du coup, ceux qui ont analysé plus en détail la particularité pédiatrique et adulte soulignent qu'il y a des spécificités qui justifient des études particulières. Maintenant, en pédiatrie, je vais vous parler d'une étude qu'on essaye de mener au niveau français, qui est une étude prospective, multicentrique, sur l'efficacité et la tolérance du bucolam ou du midazolam transmuqueux. Du coup, un rationnel, parce que peut-être le transmuqueux vous parle moins côté adulte. Du coup, vous savez très bien que le midazolam est le médicament de première intention pour la sédation proportionnée chez l'adulte, et chez l'adulte, ça a l'AMM en IV et en sous-cutané. En pédiatrie, la littérature nationale et internationale recommande également le midazolam en première intention, et c'est vrai, régulièrement, les pédiatres, on utilise le midazolam pour des indications de symptômes réfractaires et de sédation proportionnée en situation palliative. La pratique clinique en oncopède, il y a souvent une voie centrale et le midazolam IV peut être appliqué par les voies existantes. Mais comme Ashley l'avait montré, on n'a qu'un quart qui représente un peu l'oncologie, et on a beaucoup d'enfants hors oncologie qui n'ont pas de voie d'abord veineuse, du moins. La neuropède, la métabo, cardio, périnate et tout ça. Du coup, la voie d'abord constitue souvent un problème en pédiatrie, et il n'y a pas de littérature et pas de recommandation pour des enfants sans voie d'abord. Du coup, on a fait une littérature, comment le midazolam est métabolisé. On peut, voilà, le subcutané, vous l'utilisez chez l'adulte, du coup, c'est tout à fait possible en pédiatrie aussi, sauf que les enfants, ils aiment moins les piqûres. Et on se disait, il y a quand même très souvent des enfants équipés par une gastrostomie, notamment des enfants neuro, comme Ashley l'a démontré aussi, c'est quand même une population importante. Le IM, ce n'est pas recommandé, c'est très douloureux. On a en pédiatrie peut-être une habitude de faire de l'intrarectal avec une biodisponibilité décrite, et l'intranasal a été également décrit. Finalement, l'idée de l'étude est venue parce qu'on a des neuropédiatres qui utilisent le midazolam sous forme de bucolam qui existe en officine de ville pour des épilepsies réfractaires. Pour ces indications, il y a une AMM, crise d'épilepsie réfractaire en pédiatrie, où ils ont fait des études poussées sur l'absorption et sur la biodisponibilité chez l'adulte et chez l'enfant. Du coup, l'un dans l'autre, on s'est dit, cette voie transmuqueuse buccale, chez des enfants en situation palliative et en détresse avec un besoin de sédation, peut être vachement intéressant. Les neuropédiatres l'utilisent, pourquoi on ne l'utiliserait pas plutôt que les envoyer aux urgences pour finalement une sédation transmuqueuse en présence d'un symptôme réfractaire. Yep. On a du coup, peut-être un peu à l'ancienne, réalisé une étude prospective, mais même pas, parce que ce n'était pas enregistré. On a traité 12 patients avec des symptômes réfractaires par du midazolam transmuqueux en utilisant les recommandations IV, la biodisponibilité décrite par les neuropédiatres, et du coup, on passait comme le bucolam, c'est-à-dire en transmuqueux buccal, le midazolam en vue d'une sédation. Ça marche très bien, et on a du coup commencé à diffuser le protocole à des ERSPP, à des collègues qui étaient intéressés. Les collègues confirment que ce n'est pas un effet centre, mais que chez eux, ça marche aussi.
On s'est du coup dit, on propose une étude nationale pharmacologique sur la sédation par voie transmuqueuse en pédiatrie. On a sollicité les collègues de niveau 3 en soins palliatifs pédiatriques, c'est-à-dire les ERSPP et les EMSPP. Et on a proposé un webinaire pour discuter avec eux. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on s'y lance dans une étude pharmaco? Déjà là, il y a des difficultés. Alors, l'opportunité, on est, comme Ashley l'a décrit, qu'une vingtaine de DERSPP. Du coup, on peut se lancer dans une étude nationale. On se connaît, ou c'est peut-être différent chez l'adulte avec toutes les EMSP que vous avez. Nous, on est quand même plutôt de ce côté-là sur le plan nombre. Ça paraît réaliste. Les difficultés que les collègues nous ont remontées, il n'y a pas de service dédié. En plus, les enfants se trouvent dans toute une région, pas uniquement à l'hôpital, même si souvent ils sont hospitalisés, mais quand même, les équipes couvrent toute une ancienne région et ils ne sont peut-être pas sur place pour les inclusions. Il n'y a pas de permanence de soins. Beaucoup de RSPP ne sont pas en nombre pour proposer un accès H24. Et comme le consentement en amont d'une étude pharmaco est nécessaire, alors que les détresses respiratoires, qui sont quand même l'indication les plus fréquentes pour un symptôme réfractaire, ou qui peuvent être fréquentes, sont souvent faites en urgence. Et du coup, il y avait une vraie question pratico-pratique, comment on peut signer un consentement, laisser le temps de réflexion et en même temps traiter l'enfant. Il y avait aussi une question par rapport à la population clinique qu'on voit, alors que les gens nous demandaient des consentements pour les mineurs. Du coup, les enfants sont très peu capables de consentir parce qu'ils ont des enfants avec des maladies neurologiques ou neurodégénératives, plutôt non communicants, du coup, mais c'est réglementaire et finalement, c'est dit qu'il faut le faire. Du coup, pour vous situer maintenant quelques problèmes du protocole ou quelques défis que, à mon avis, vous ne voyez pas chez l'adulte. Du coup, l'objectif principal, juste pour resituer, c'est d'écrire l'efficacité d'une sédation proportionnée par le midazolam transmuqué chez l'enfant. On avait le midazolam ici en dessous par les épilepsies réfractaires. Et il fallait transformer cet AMM en milligrammes kilo, parce que globalement, les collègues pour l'épilepsie réfractaire peuvent utiliser des doses un peu standardisées, alors que nous, on voulait quand même titrer et avoir une approche milligramme kilo. À mon avis, chez l'adulte, vous utiliserez un dosage par patient si vous feriez cette étude, alors que nous, on a clairement besoin différentes lignes d'ailleurs. Chez les nouveau-nés, il faut carrément diluer le midazolam. Chez les enfants plus grands, vous utilisez le 1 mg par millilitre en pur. Et pour les enfants plus lourds, voilà, avec un poids au-dessus de 31 kg, il faut carrément passer à des 5 mg par millilitre, parce que sinon, vous avez trop de volume et l'enfant risque d'avaler le traitement ou de faire une fausse route avec le traitement, alors que l'idée, c'est d'absorber en transmuqueux. Du coup, déjà, la création d'un tel outil, à mon avis, est un peu particulier, ou de telle échelle, est un peu particulier en pédiatrie. D'autres particularités, on a des enfants quand même qui ont une prescription de midazolam par le neurologue pour épilepsie réfractaire. Est-ce qu'on peut inclure ces enfants pour la sédation avec le même médicament, la même molécule du moins, et la même voie d'administration? La réalité est que très souvent, nous, on a des enfants neuro avec 2 prescriptions, ça ne pose pas de problème, mais sur le plan défense du protocole et réalité et validation par le CPP et l'ANSM, ce n'est pas une mince affaire. Finalement, on a pu pour l'instant sauter des barrières en expliquant que si le midazolam n'a pas été utilisé dans les 24 heures, l'enfant est incluable. S'il venait d'avoir du midazolam pour une épilepsie réfractaire, évidemment, on ne peut pas l'inclure pour l'évaluation de la sédation proportionnée par cette voie-là. Beaucoup d'enfants neuro ont d'autres benzodiazépines pour les épilepsies. Est-ce qu'on peut les inclure? Est-ce que ça va freiner? Est-ce qu'il faut faire des sous-groupes? Maintenant, comme Ashley l'a dit, on n'a pas beaucoup d'enfants. Et du coup, est-ce que ça va pénaliser? Est-ce que ça va fausser quelque chose? C'était un grand débat. Finalement, on a dit, pour l'instant, on trace et on continue. On ne change pas les posologies. On n'a pas assez de recul pour indiquer d'autres posologies chez des enfants qui ont des benzodiazépines par ailleurs.
on nous demande de décrire un symptôme réfractaire chez des patients non communicants. Du coup, il fallait refaire de la littérature, démontrer que c'est décrit et finalement mettre dedans que, évidemment, la description de l'inconfort chez des patients non communicants qui ne peuvent pas définir eux-mêmes que ça devient insupportable, peut être fait par hétéroévaluation, comme souvent chez les enfants non communicants ou petits, par exemple par l'agitation et le gémissement. Et finalement, ça découle du coup comment on évalue le soulagement des enfants qui ne communiquent pas et qui sont du coup agités. Il n'y a pas d'échelle validée pédiatrique. Chez l'adulte, vous utilisez le Rutkin et le Richemont. En pédiatrie, on est plutôt sur un versant ou sur la compréhension que la visée de la sédation proportionnée n'est pas la sédation. La visée, c'est de diminuer ou faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. C'est la définition de la SFAP. Du coup, la visée, ce n'est pas l'endormissement, la visée, c'est le soulagement. Et en ça aussi, Rutkin, qui vise plutôt la somnolence ou qui évalue la somnolence, Rutkin et Richemont, la somnolence, à mon avis, évalue pas l'objectif, mais le moyen. Du coup, nous, on a défini dans ce protocole que l'efficacité des traitements expérimentaux va être évaluée par une échelle numérique verbale, parce que celle-là, elle est validée pour la douleur. 0, absence de souffrance, et 10, souffrance maximale. Et après l'application du midazolam, 5 minutes après, on évalue le delta, par exemple, sur le plan agitation et gémissement. S'il arrête de gémir, il dort ou il ne dort pas, ce n'est pas notre question. Il arrête de gémir, il est à nouveau soulagé, ou suffisamment soulagé, on cote à nouveau et on évalue le delta. Si ce n'est pas suffisant, on recommence l'application. C'est ça le protocole. Maintenant, on a eu des passages éthiques CPP. Maintenant, on est devant l'ANSM. Du coup, ça devient la réglementation européenne. Il fallait déjà traduire le protocole en anglais. Et l'ANSM nous dit, mais franchement, midazolam n'a pas d'AMM en pédiatrie pour la sédation proportionnée. Là-dessus, il fallait vérifier parce qu'on le fait tellement souvent qu'on n'a même plus l'habitude. Ashley le disait, on est très souvent hors AMM, mais on l'utilise au quotidien. Là, l'ANSM a raison. Chez l'adulte, vous avez l'AMM en IV, en sous-cut. En pédiatrie, il y a de l'AMM pour l'épilepsie, pour la midazolam. Il y a l'AMM pour la sédation procédurale. Mais pour la sédation palliative proportionnée, il n'y a pas d'AMM. Du coup, globalement, dans ce protocole, on est aussi bien hors AMM côté molécule que côté voie d'administration qui n'est pas décrite dans cette indication. Du coup, ça prend énormément de temps d'aller-retour entre l'ANMS et SMNU. Et en plus, nous, on voulait quand même aussi traiter des enfants de moins de 3 mois, parce qu'on a beaucoup d'enfants en période périnatale qui naissent avec des malformations ou des situations palliatives avec un besoin d'approche sédative devant l'inconfort qu'on constate. Or, le midazolam a besoin d'une surveillance particulière chez les petits. Du coup, la question était, est-ce qu'on garde les petits, est-ce qu'on exclut les petits? Du coup, en tant que clinicien, je dis, on ne peut pas les exclure, mais comment on fait? Du coup, il fallait faire différentes doses selon les néonates par rapport aux plus grands, parce que les néonates ont en effet des cytochromes P450 qui ne sont pas encore complètement opérationnels. L'immaturité hépatique fait que le métabolisme est particulier. Du coup, d'un côté, l'ANSM nous dit, mais faites attention de la comédicalisation avec notamment le CYP 3 à 4, et notez bien les médicaments qui sont inducteurs ou inhibiteurs des cytochromes. Et en même temps, ils nous demandent pourquoi on fait une autre dose chez le nouveau-né. Une autre question très particulière pour nous, pédiatres, c'est est-ce qu'on peut faire évaluer les parents du soulagement? Il y aura certainement de l'émotion chez eux. Est-ce que c'est des personnes les plus pertinentes? Comment vous évaluez à domicile? Et dans le protocole, par expérience, ça va peut-être vous surprendre, on est également dans l'idée de pouvoir faire appliquer le midazolam par les parents
à domicile. C'est l'infirmière qui prépare, les doses sont pré-préparées, sont pré-prescrites, on sait ce qu'on fait, mais pourquoi attendre une demi-heure une infirmière qui arrive à 3 heures du matin alors que le médicament est disponible? Et comme les parents donnent des interdoses de morphine, donnent beaucoup de choses en situation palliative, bah, je trouve, si après feu vert médical, ils le donnent, voilà. Du coup, on est en train de voir est-ce que ça va être autorisé ou pas, parce que globalement, l'idée est quand même de permettre à ces enfants et à ces parents de rentrer à domicile tout en étant autant soulagés. Pour les nouveau-nés, une fois de plus, ça pose problème parce qu'il faut les scoper et il faut le faire en milieu hospitalier. Ce qui nous a fait doucement rigoler, mais je pense que les collègues gériatres seraient pareils. Je comprends la remarque de l'ANSM qu'il fallait, dans les critères d'exclusion, mettre des femmes enceintes en situation palliative pédiatrique. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais à la rigueur, c'est plutôt réglo de les mettre. Hein. C'était juste un petit clin d'œil rigolo. Et après, un truc très compliqué pour nous, il fallait citer les effets secondaires. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais les effets secondaires du midazolam sur le système nerveux central, c'est la sédation et la somnolence. Du coup, d'un côté, il faut leur dire attention, le midazolam peut sédater votre enfant, et en même temps, l'utilise à visée sédative dans cette indication. Du coup, tout ça fait aujourd'hui des allers-retours entre l'ANSM et nous pour justifier pourquoi on veut le faire. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé chez l'adulte à l'AMM midazolam, mais franchement, ce n'est pas une mince affaire. Et en plus, il y a une contre-indication en insuffisance respiratoire d'utiliser le midazolam, alors que beaucoup d'enfants sont en détresse respiratoire et qui nécessitent une approche sédative parce que rien ne fonctionne. Morphine n'est pas suffisant, du coup, ils ont besoin d'une approche sédative en plus du traitement par morphinique. Du coup, on est en train d'argumenter pourquoi c'est au contraire pas une indication, mais voire une indication, et finalement pas un effet secondaire, mais un effet toléré. S'il devient somnolent avant d'être soulagé, ce n'est pas le problème, on accepte. Mais globalement, ça fait vraiment des allers-retours avec la NSM. Et pour l'instant, on n'a pas pu commencer alors qu'on a eu les financements depuis au moins 2 ans, je crois. Hop. Du coup, tout ça pour dire, avec Ashley qui a tracé plutôt de manière globale les particularités pédiatriques, et moi j'ai essayé de l'illustrer avec ces 2 études, qu'il y a sur le plan épidémiologique, médical, dynamique thérapeutique et parcours de soins vraiment des particularités, où on est plus pertinent, je crois, d'analyser une sous-population pédiatrique, parce que mélanger un certain nombre ou un faible nombre d'enfants dans une grosse cohorte d'adultes, à mon avis, ne ferait pas sortir les enjeux dans les différentes questions qu'on peut se poser, que Ashley a bien évoquées à l'introduction. Merci pour votre attention. C'est un peu tout ce qu'on voulait dire et on voulait surtout lancer peut-être de façon parfois un peu provocatrice la discussion. Et avec Ashley, on essaye de répondre à vos remarques et vos questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Merci beaucoup pour votre intervention. Si vous avez des questions, ou à les poser dans le chat. Bon, soit on n'était complètement pas clair, soit on était tellement clair que personne ne pose une question. Peut-être pour souligner quelque chose que Ashley avait dit, hein, que très souvent les soins palliatifs pédiatriques sont associés à la fin de vie ou des soins palliatifs tout court chez l'adulte, alors qu'en pédiatrie, il y a peu de décès et beaucoup d'enfants, et d'ailleurs de plus en plus d'enfants qui vivent avec ces maladies chroniques complexes. Et on est plutôt en équipe soins palliatifs pédiatriques, dans l'accompagnement de la vulnérabilité et de l'incertitude évolutive que dans la gestion des symptômes de fin de vie et tout ça. La sédation en fait partie, c'est pour ça que j'en ai parlé, et on est ravis de démarrer la recherche, peut-être pas démarrer, mais d'avoir l'opportunité de faire une recherche pharmacologique, qui sont d'ailleurs très rares en soins palliatifs pédiatriques. Hein. Il y a beaucoup de descriptions sur, en effet, le nombre de symptômes. Je ne sais pas, est-ce que c'est comparable chez l'adulte, 7 symptômes en fin de vie en moyenne et 8 ou 9 médicaments en parallèle. Je trouve ces études des symptômes en présence et peut-être même des souffrances en présence avec la triangulation que Ashley avait aussi souligné, et la polymédicalisation, et voire même les intubations et les chirurgies dans un parcours de soins
voilà, où peut-être les limitations arrêts de traitement sont particulièrement intéressants ou importants à réfléchir pour ne pas rentrer dans une obstination déraisonnable, parce que perdre son enfant est peut-être particulièrement difficile. euh, et, et du coup, l'obstination déraisonnable étant subjective, peut-être il y a des différences par rapport à l'adulte et la vision des parents, notamment par rapport à, euh, c'est-à-dire des tiers par rapport au sujet lui-même chez l'adulte. Madame Rutkowska, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Magda Rutkowska, je viens de Pologne, alors excusez-moi pour mes fautes de français. Je m'occupe depuis longtemps sur le soin palliatif de nouveau-nés en Pologne. Je suis le chef de référence pour écrire un protocole pour le soin palliatif chez les nouveau-nés. J'aimerais bien vous poser la question. Déjà, merci beaucoup pour vos deux interventions très intéressantes et très claires pour moi. Je ne pensais pas que vous pourrez avoir tellement de difficultés pour mettre ce protocole en route. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que vous ne pensez pas ou vous utilisez en France l'appareil qui s'appelle NAIP, Newborn Evaluation for the Pain. C'est un appareil qui examine les côtés parasympathiques que je sais qui était utilisé en France, surtout à Lille, où je pense qu'il était commencé, et que moi, je me sers beaucoup pour montrer l'efficacité de traitement que j'utilise pour le soin palliatif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourra le faire pour montrer quand même l'état de l'enfant du côté de douleur? Merci. Oui, merci beaucoup. Question très intéressante. On voulait avoir pas un sous-groupe néonat, c'est-à-dire si on utilise un appareil ou une évaluation, il fallait qu'elle s'applique à tout patient et tout lieu de prise en charge. D'accord? C'est-à-dire Mais c'est un appareil qu'on peut utiliser chez l'enfant, chez l'adulte. C'est pas que pour le nouveau-né. Il était déjà commencé par les adultes parce que c'était commencé dans le salle d'opération pour baisser la sédation inutile pendant l'opération. Ça commençait par les adultes, après par les enfants. Le nouveau-né, c'était le dernière partie de gens qui ont reçu. Alors, on peut utiliser absolument sans aucun problème dans le soin palliatif pédiatrique. Ouais, super intéressant. Honnêtement, vous m'apprenez des choses. Comme ça montre que la littérature, je n'ai pas fait le focus sur la littérature pédiatrique, alors qu'on avait travaillé ça aussi, comment elle évolue. Mais ça nous a échappé parce qu'on a du coup cherché, est-ce qu'il y a des échelles validées en pédiatrie? Alors, je ne sais pas si c'est validé en pédiatrie ou si c'est utilisé couramment, mais on n'a pas trouvé de la littérature. C'est pour ça qu'on s'est finalement décidé d'utiliser l'auto et l'hétéroévaluation par la EVA de 0 à 10, parce que ça paraissait facile pour les parents, pour les soignants à domicile et à n'importe où d'évaluer le soulagement, mais ça nous a peut-être échappé, comme c'est possible, et on n'a pas trouvé de la littérature là-dessus. Et on ne va pas changer maintenant, on a tellement, Je comprends. on a tellement de difficultés à faire passer le protocole. Bien sûr. Voilà. Mais je veux bien la référence si vous pouvez la mettre dans le chat, comme ça, peut-être aussi d'autres sont intéressés parce que c'est vraiment intéressant. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Peut-être devant des difficultés là, de faire valider, de faire valider le protocole midazolam, transmuqué ou non d'ailleurs, mais midazolam sur le plan Agence nationale de sécurité du médicament, je me demande, est-ce que quelqu'un sait comment, chez l'adulte, vous avez obtenu l'AMM?
en IV et en sous-cut. Est-ce que vous avez, parce que globalement, la dépression respiratoire, elle fait partie des effets secondaires chez l'adulte et chez l'enfant, et vous avez certainement argumenté pour faire votre étude, pour valider l'AMM. Du coup, moi, j'étais un peu surpris à quel point on nous demande des choses que je pense c'est acquis, mais vous avez des idées, peut-être quelqu'un? Non, Du coup, peut-être. comme il n'y a pas de questions, moi j'ai une aux 29 personnes qui sont connectées. Quelle étude voyez-vous faisable mélangeant une population pédiatrique et adulte qui ne sont pas les AJA? AJA, c'est en effet pour moi, dans ma tête à moi et dans ce que j'ai trouvé dans la littérature, il y a 3 cohortes de population. Il y a une cohorte pédiatrique, une cohorte AJA et une cohorte soins palliatifs adultes. Mais des coups, des études, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui mélangent une cohorte pédiatrique et adulte, où finalement la particularité pédiatrique qu'on a essayé de souligner avec Ashley n'est pas un critère de ne pas se mettre ensemble. Quelqu'un a des idées ou peut-être des études en cours? D'ailleurs, je trouve aussi les cancérologues, ils font des recherches en cancérologie pédiatrique et en cancérologie adulte et chez les AJA. Les neuropédiatres font les études en neuropédiatrie, mais les adultes, les neuroadultes font autre chose. Bon, bref, il y avait quelqu'un qui a levé la main. Oui, Léonore, vas-y. Oui, bonjour. Donc, je suis psychologue dans un centre de lutte contre le cancer et maîtresse de conférences en psychologie. On a été sélectionné pour faire partie de cette initiative dont vous avez entendu parler via la plateforme, le PRI sur la fin de vie. Et donc, j'ai intégré le consortium magnifiquement nommé Désir de mort. Et donc, on a pour ambition avec les collègues d'horizons différents, d'horizons disciplinaires différents, d'explorer ces désirs de mort chez des patients adultes et des populations pédiatriques aussi. Alors, c'est en cours de construction, hein. D'ailleurs, on voulait se rapprocher de vous aussi. De la Société française de soins palliatifs pédiatriques. Mais voilà, on avait cette ambition d'explorer la diversité des désirs de mort aussi chez les enfants. Oui, du coup, c'est peut-être possible. Au HO, je dirais, d'abord, il y a... Alors, ça dépend ce que vous appelez enfant. D'accord? C'est-à-dire, peut-être des adolescents, pourquoi pas? Un enfant, il va plutôt suivre l'avis des parents quand même. D'accord? C'est-à-dire, je fais toujours le challenge. À partir de quand on a pu dire non à ses parents de ne pas venir avec eux en vacances? Du coup, globalement, à partir de quand je peux dire non à maman qui propose que je retourne à l'hôpital ou je ne sais pas quoi? Du coup, globalement, il y a quand même une influence parentale sur la vie de l'enfant, notamment. Et l'enfant, d'ailleurs, se refaire, et c'est un repère. Je veux dire, c'est l'autonomie de la pensée arrive ou se construit avec l'adolescence. Après, on a très peu d'adolescents qui sont communicants. Il y a des myopathes et des enfants atteints de cancer, ou des adolescents atteints de cancer. Du coup, pour moi, il y a une grosse différence chez les adolescents qui ont peut-être le désir d'avoir plus de vie devant eux et moins de vie dans le rétroviseur. Du coup, ils n'ont peut-être pas envie de continuer à vivre comme ça que le désir de mort. Du coup, les expressions, à mon avis, sont différentes. Ils peuvent exprimer le ras-le-bol de cette vie sous forme de désir de mort éventuellement, mais dans mon expérience clinique, ce n'est pas des désirs de mort, c'est des désirs de ne pas vivre comme ça.
Oui, Et oui, une c'est fois ça. vous... On voulait rendre compte de la polysémie, de ce désir de mort. Il ne s'agissait pas nécessairement une idée suicidaire, un projet suicidaire, mais voilà, justement, de quoi ça parle, quoi? Est-ce que c'est une lassitude de vivre? Est-ce que c'est aussi, bon, bah voilà, maintenant je peux mourir? Voilà, de toutes les dimensions de ces expressions. Alors, il y a pour moi deux choses chez les adolescents. En effet, ça tourne autour de la maîtrise de la vie. Et l'idée suicidaire peut exister dans l'idée de maîtriser sa vie et de ne pas être otage du cancer, par exemple. Si on prend des enfants, voilà, que globalement, ce n'est pas le cancer qui m'importe, c'est moi qui choisis ma sortie. Et du coup, cette idée-là, elle peut exister sans être un projet. C'est un désir de maîtriser la vie et de pas. Voilà. Du coup, c'est des idées suicidaires ou qui peuvent les traverser. Et après, des désirs d'euthanasie, de demande de donner la mort, c'est pour moi du coup autre chose hein, que des idées suicidaires chez des ados. Et très souvent, mais peut-être chez l'adulte aussi, ils confondent sédation profonde et continue, sédation, fin de vie, c'est la même chose. Et quand même, juste pour vous dire, pour moi, il y a une influence assez longtemps, où, je veux dire, la relation triangulaire influence quand même particulièrement chez les enfants vulnérables, la place des parents ou des pères, PAIRS, influence quand même la pensée. Et c'est particulièrement compliqué chez l'enfant parce qu'une fois il a avalé la substance létale et il ne peut plus changer d'avis. Alors que je mets juste le challenge du Parcoursup, mais combien d'enfants regrettent leur choix et changent d'avis? Ou combien d'adolescents ont trouvé le partenaire idéal et finalement, 2 ans après, ou même plus court parfois, ça ne marche plus. Du coup, globalement, le choix qui peut être une réalité du moment, l'évaluer dans le temps, c'est plus possible une fois on est mort. Hein. Merci pour vos réponses. Et c'est en ça, pour moi, pour revenir, du coup, je pense c'est particulier chez les jeunes et peut-être les AJA, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des études sur la maturité du cerveau hein, qui va jusqu'à 25 ans. Et je pense peut-être il y a une population particulière par rapport à ça. Et du coup, ça justifie, à mon avis, une approche, une analyse séparée. Et suffisamment d'adolescents pour ne pas les noyer dans une cohorte d'adultes, personnes âgées atteintes de cancer, qui ont plus de rétroviseurs que devant le capot, et derrière, le choix, il est peut-être différent. Et je trouverais dommage de ne pas sortir la particularité, ou au moins de se questionner. Du coup, si vous le faites, pas très bien, vous avez les moyens, la méthode et tout ça, mais je ferais bien, ou je verrais bien, sous-groupe adolescents, jeunes adultes, et aussi, ouais, même sur le verbatim et tout ça, ils vont certainement s'exprimer différemment que des personnes plus âgées. Et en ça, du coup, est-ce qu'il faut le mettre dans une étude ou est-ce qu'il faut faire 2 études? Une spécifique, parce que du coup, peut-être vous avez aussi moi, j'aurais envie d'écouter les parents devant leur enfant qui exprime quelque chose. Peut-être chez la personne de 80 ans, interroger ses enfants, c'est pas pareil, il y a quand même des différences. Je ne sais pas si vous le prévoyez d'interroger les personnes autour de l'enfant ou autour des patients qui expriment ce désir. Si on voudrait interroger et les parents et les professionnels qui accompagnent les jeunes. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Il y a une remarque dans le chat de Dominique Lefebvre qui indique qu'elle est attachée de recherche clinique et concernant le protocole sur la sédation, elle dit qu'il me semble que c'est dans la formulation qu'il faut regarder. Si vous recherchez une sédation, la sédation ne peut pas être considérée comme un effet secondaire puisque c'est l'effet recherché.
Oui, c'est ce qu'on a essayé de leur dire, mais c'est déjà surprenant que l'ANSM n'a pas compris le protocole dans les termes. Du coup, globalement, on n'a rien changé dans l'écriture du protocole, on a juste dit que c'est en effet l'effet recherché. Ça peut être, c'est pas l'effet recherché, c'est le soulagement. Et la sédation peut en découler de ce médicament, qui n'est pas l'effet recherché, mais ce n'est pas un effet secondaire, c'est un effet toléré dans cette indication. Parce que le midazolam peut provoquer une somnolence ou une sédation. Donc c'est comme ça, on attend maintenant le retour de l'ANSM. Mais merci beaucoup, on a essayé de faire pareil. Heureusement, on est accompagné par des vrais chercheurs parce qu'on est clinicien, on a notre avis, mais peut-être de temps en temps, on est un peu trop simple, ou trop imbibé par notre clinique et pas assez rigoureux. Comme la femme enceinte, c'est rigoureux, il faut la mettre, hein, même si on ne la voit jamais, la femme enceinte en situation palliative pédiatrique. Je pense, chez la personne âgée, en EHPAD, il faudrait aussi le mettre hein, comme effet secondaire, alors qu'il ne voit plus de femme enceinte, mais ça fait partie des règles du jeu. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant qu'on termine les échanges? Peut-être moi, juste une dernière question. La NSM, là, elle doit vous faire un retour. Vous avez un petit peu d'informations sur les délais du prochain retour? Alors, plutôt voilà, dans la semaine, probablement, on a répondu. Du coup, nous, d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, mais ça, c'est pareil, ce n'est pas une particularité pédiatrique. Si l'ANSM vous fait un retour, vous avez un délai de réponse qui, du coup, au début, était 1 semaine. Il fallait répondre à 20 remarques en 1 semaine. Ou parfois, il fallait quand même refaire de la littérature, notamment sur des cytochromes P450, sur la néonate, sur dire, OK, en néonate, en transmuqueux nasal, c'est validé, mais en buccal, c'est pas écrit, mais faut-il décrire une différence? Bon, bref, on a essayé d'argumenter, et du coup, on avait 1 semaine. Et a priori, selon les chercheurs, ça va être de plus en plus court, le délai de réponse. Du coup, eux, ils vont relire nos réponses, certainement refaire des remarques sur des choses où ce n'est pas suffisamment clair pour eux, où ça reste quelque chose de questionnable. On a du coup peut-être 48 heures pour répondre et tout ça. Du coup, je pense quand même d'ici, voilà, peut-être même entre aujourd'hui et demain, ça peut tomber à n'importe quel moment. Mais c'est plutôt rapide maintenant, hein. Ce n'est pas des semaines ou des mois. C'est plutôt une histoire de jours où, en effet, ils vont répondre. Ok, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on termine le webinaire maintenant, si plus personne n'a des questions. Et mais je vous remercie Ashley Ridley et Mathias Schell pour votre présentation très intéressante. Et la séance a été enregistrée et elle sera mise en ligne sur le site de la plateforme prochainement. Merci à vous. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Merci journée. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.